Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être avec nous ce soir à la salle Noda BCVS. Je me réjouis de passer cette soirée avec vous, soirée organisée par le Nouvelliste. Je me permets de saluer aussi toutes les personnes qui nous suivent sur Rhône TV, une émission donc que vous retrouvez sur Rhône TV vendredi et ce week-end. Ce soir, Valestar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prix que le Nouvelliste remet depuis 2016 déjà. Le but de ce prix, c'est de valoriser les Valaisannes et les Valaisans qui font rayonner le Valais ou qui rayonnent tout court. C'est un prix qui a vu se voir récompenser Claude Barras, Nuit Incolore, Marie-Thérèse Chapa. L'année passée, on avait Mélanie Combi. Donc, c'est des profils qui sont super diversifiés. Moi, ça me réjouit parce que ça montre la diversité de notre canton. On voit qu'on a des sportifs, on a comme ce soir, des gens qui sont engagés. Et c'est aussi notre rôle aux Nouvellistes de montrer toutes ces personnalités et tous ces profils différents. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de compétition parce que la personne qu'on reçoit, elle a gagné le prix du jury, le prix de la rédaction et le prix du public. Donc, il n'y avait que Claude Barras qui avait eu cet honneur il y a maintenant, c'était en 2016, enfin pour l'année 2016, donc en 2017. Donc, ça montre à quel point son engagement vous a touché, nous a touchés. C'est pour elle qu'on est là ce soir. Donc, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Sonam Dreyer-Cornu. Donc on avait annoncé en janvier que vous aviez remporté le prix, et puis des gens s'étonnaient qu'on fasse cette remise du prix aussi tard. Ça fait quelques mois, mais il y a une très très bonne raison à ça. C'est que vous étiez en mission humanitaire en Centrafrique et vous venez de rentrer. Donc je trouve que c'est une plutôt bonne raison pour le décalage de cette soirée. La mission en Centrafrique n'avait rien à voir avec celle à Gaza. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait en Centrafrique. Merci. D'abord, bonsoir à tous. Merci de l'accueil. Merci pour ce chaleureux accueil, en tout cas. Et puis, encore merci, Naomi et le Nouvelliste pour tout ça. Donc, effectivement, oui, j'étais en mission Centrafrique avec mon conjoint, Philippe, qui est rentré en même temps que moi. Et puis, là, celle-là, c'est vrai qu'elle était différente de Gaza parce que différente dans le contexte. Ça reste un contexte, en fait, de conflit ouvert, où c'est malheureusement encore un de ces conflits, un de ces pays qu'on dit un peu oubliés à cause des conflits un peu chroniques qui sont depuis plusieurs années, en fait. Et ce qu'on faisait en Centrafrique, c'est qu'on avait un hôpital pédiatrique qu'on soutient depuis plusieurs années maintenant, qu'on avait commencé en 2013 déjà, et qui fait principalement, donc on faisait 100% de la pédiatrie, donc on est un soutien à l'hôpital gouvernemental en fait de Bria, donc on couvrait toute la zone est de la République centrafricaine, ce qu'on appelle la Haute-Coteau. Et puis en gros, c'est comme si on a l'hôpital de Sion et qu'on vient en soutien à tout le volet pédiatrique de l'hôpital de Sion, en tant qu'avec MSF, avec Médecins sans frontières. Et puis, donc moi là-bas, j'étais ce qu'on appelle coordinatrice projet. Donc je coordonnais en fait toutes les activités de cet hôpital pédiatrique avec toute une équipe de logistique, d'admin RH finance, des médecins, des infirmiers, pour qu'on puisse en tout cas traiter tous les enfants de 0 à 15 ans, que ce soit pour les urgences, la néonatologie, la pédiatrie générale, les soins aigus. Et on avait environ donc une centaine de lits, avec des consultations aux urgences ambulatoires où on était environ à 1500 patients par semaine en ambulatoire, plus les hospitalisations. Et en gros, mon rôle, c'était basiquement de faire en sorte que tout le monde puisse travailler en sécurité, avec les outils nécessaires, et qu'il puisse faire tourner en fait cet hôpital pédiatrique au mieux, au sein d'un contexte assez plutôt volatile, avec un contexte avec beaucoup de groupes armés, avec des
des situations qui parfois étaient un petit peu complexes, mais le tout, en fait, c'est de préserver l'accès aux soins aux patients, on avait des cliniques mobiles pour qu'on puisse aller au plus près aussi des patients. Et le tout, en fait, moi, mon rôle, c'était de maintenir tout ça et de faire en sorte que ça tourne. Il n'y a pas beaucoup de temps entre les missions. Enfin, vous étiez encore à Gaza en automne dernier, et puis il y a quelques semaines en Suisse, puis ensuite il faut complètement switcher et partir en Centrafrique. Comment on gère Est-ce qu'on arrive à déconnecter, à repartir? Comment est-ce qu'on gère ces missions qui s'enchaînent finalement, mais qui se ressemblent peu? Alors c'est vrai que l'année dernière, ça a été assez particulier parce qu'on a pas mal enchaîné les missions. Et puis à la base, j'étais censée rentrer de Gaza un peu plus tôt que octobre, étant donné que fin octobre, j'avais cette mission qui était déjà programmée depuis le mois de juillet 2025. Sauf qu'à ce moment-là, à Gaza, il y a eu quelques petites complications qui font qu'on n'a pas pu... J'ai dû prolonger ma mission là-bas, comme l'équipe de remplacement n'arrivait pas à venir, comme on avait eu les blocus, comme on a dû évacuer en fait les cliniques là-bas. Disons que les remplaçants n'ont pas pu atteindre le temps de la rotation la ville, donc ce qui a fait que j'ai dû prolonger de quelques semaines à Gaza. Et puis, bien évidemment, ça a décalé un petit peu le départ où normalement j'aurais dû rentrer de Gaza, avoir une semaine et partir pour être dans les clous de la prochaine mission. Mais on a pris 3 semaines. Philippe était parti juste avant aussi parce que lui, il a pu sortir de Gaza avant. Et puis, c'était pour qu'on puisse venir remplacer l'équipe au Centrafrique, en fait. C'est parce qu'il y a ce tournus-là. Et puis, c'est vrai que finalement, des fois, ça peut être assez rapproché, mais d'habitude, on peut choisir le temps de pause aussi qu'on a. Puis, on va prendre 1 mois et demi, 2 mois, le temps de se ressourcer. Et puis, il y a des fois où malheureusement, il n'y a pas tout qui se fait comme on a prévu. Et on a 2 semaines, 3 semaines avant de se remettre dedans. Mais disons que c'est vrai que les premières semaines Centrafrique, il faut vite se mettre dans le bain, vite comprendre le contexte sécuritaire, politique, économique. Donc d'un coup, on switch complètement. Mais on a les collègues, on a les personnes sur place pour nous aider aussi à faire cette transition. Et puis d'habitude, après la 2-3e semaine, une fois qu'on est un peu plus dans le bain, on arrive à se prendre des petits moments sur place pour souffler. On va revenir spécifiquement sur cette mission à Gaza parce que c'est celle qui nous avait fait vous rencontrer, vous connaître et puis qui avait particulièrement touché le public. Mais avant ça, il y a des jolis hasards parfois. Aujourd'hui, on est le 12 mai et le 12 mai, c'est la journée mondiale des infirmières et des infirmiers. Donc on n'avait pas du tout fait exprès, mais votre profession avait un petit message à vous faire passer. Je vous laisse le découvrir. Cher Sonam, quelle magnifique distinction vous recevez aujourd'hui. Il n'y avait pas de jour plus symbolique que la Journée internationale des infirmiers pour vous remettre cette distinction justement méritée. Au nom de l'Association suisse des infirmières et des infirmiers l'ASI et d'Alliance Care, nous vous adressons nos plus sincères félicitations. Nous saluons votre engagement sans faille, votre professionnalisme et votre humanité. C'est en croyant en l'humain que nous pouvons soigner comme vous le faites. C'est en étant compétentes et professionnelles que nous pouvons non pas déplacer des montagnes, mais déplacer des hôpitaux en quelques jours, dans un environnement exposé et contraint, comme vous le faites. C'est en étant fortes et soutenues que nous pouvons offrir des soins de qualité avec les moyens disponibles et activement accompagner par toutes nos compétences les personnes dans le besoin, comme vous le faites. Un jour, un patient curieux de ma profession d'infirmière m'a remercié d'être souriante et gentille. Je lui ai répondu qu'il s'agit d'un acte profondément professionnel. Oui, être gentille et souriante cache un outil relationnel essentiel. Grâce à lui, un climat de sécurité s'instaure. Il favorise l'adhésion au traitement, limite l'apport médicamenteux et contribue à une économie des coûts. Soyons fiers de notre métier. Soyez fiers de votre prix. Il honore votre parcours, mais aussi toute votre profession d'infirmière. Prenez bien soin de vous, autant que vous prenez soin des autres. Merci au jury de Valestar, aux nouvellistes, à ses lecteurs pour l'attribution de ce prix
et surtout et encore toutes nos félicitations. On prend 2 secondes. Les métiers du soin, c'est des métiers qui sont éminemment solidaires. D'avoir la reconnaissance du coup de vos pairs, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est énorme, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai qu'on a malheureusement une profession qui est sous-cotée, enfin qui est mal représentée en fait. Et puis je sais qu'on se bat depuis que j'ai commencé les études chaque année, et puis toutes les années, je voyais mes professeurs et puis je voyais les collègues qui étaient déjà dans le métier qui se battaient pour essayer de casser un petit peu cette représentation, cette image que les infirmières et les infirmiers donnent. Et puis qui, jusqu'à maintenant, en fait, on essaye de travailler dur pour justement enlever cette image de vocation ou de don du soi. Et puis que c'est vrai que historiquement on vient d'un métier qui à la base était fait par les sœurs et puis que du coup oui c'était une vocation et puis c'était du bénévolat, on n'était pas payé pour ça. Donc à chaque fois et puis je pense qu'il y a aussi tout ce passé historique de cette profession qui fait que maintenant de casser cette image en fait d'exécutante ou bien juste d'infirmière de chevet ou qu'on est là bien sûr qu'on est là pour accompagner, mais je pense qu'on voit pas toute la capacité en fait de cette profession et quelque chose qui m'a beaucoup qui m'a marqué en fait dans le métier humanitaire, c'est qu'en fait eux ont vu la capacité des infirmiers parce que c'est très souvent et la majeure partie du temps, c'est les infirmiers en fait qui vont être directeurs d'hôpitaux, qui vont être les coordinateurs projets en fait, qui vont gérer en fait des projets qui sont en fait l'équivalent des directeurs d'hôpitaux qu'on a ici par exemple. Ou sinon, c'est eux qui vont gérer les sécurités, qui vont être à la fois pharmaciens. Quand on fait une ouverture de projet, en fait, c'est eux qui vont gérer toute l'équipe médicale, ce qu'on appelle médecins référents, mais on devrait appeler ça en fait medical referent manager. Et puis, c'est vrai que du coup, on a cette polyvalence dans notre métier, dans notre corps de métier, qui fait qu'on n'est pas seulement cantonné aux soins, puis qu'on a encore un peu de peine à faire voir à l'extérieur, mais qu'on y travaille, en tout cas, clairement. Donc, pour moi, c'est énorme, c'est une grande reconnaissance, et ça me touche énormément de voir mes pairs me dire merci, en fait, pour ça. Moi, il y a une phrase qui me reste en tête, c'est « Prenez soin de vous ». Comment on fait pour prendre soin de soi, alors, quand notre quotidien, c'est de prendre soin des autres? Je pense qu'on se... En tout cas, je peux parler pour moi, mais je pense que j'ai su m'entourer de personnes qui prennent soin de moi aussi. Et puis donc du coup j'ai ma famille, les amis, qui sont incroyables parce qu'à chaque fois qu'on rentre, à chaque fois ils font bloc autour et puis et ils sont toujours là pour nous. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre à la maison, j'ai vraiment ce sentiment d'être soutenue, d'être là, puis que c'est bon, j'ai plus besoin de prendre soin des autres parce qu'on prend soin de moi. Et puis après, c'est marrant parce que ça me rappelle... quand je suis rentrée, ça me rappelle ma maman. Je sais pas où elle est. Elle se cache. Parce que je suis rentrée, puis je voulais l'aider à la cuisine. Je crois que ça faisait 2 jours qu'on venait de rentrer de la mission et tout. Je voulais l'aider à la cuisine, puis dire non, mais c'est bon, je vais faire ça, je vais t'aider à faire le repas. Puis après, elle a dit, maintenant, c'est bon, t'es plus en mission, arrête. Elle m'a dit, maintenant, t'arrêtes, tu fais rien, je m'occupe de tout, t'es plus en mission, et puis tu va te reposer ou va faire autre chose. Et puis c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est bon, je suis plus en mission, je suis à la maison. Et puis après, les amis font très bien le job aussi. Donc je pense que c'est un peu tout notre entourage, toutes les personnes qui sont autour de nous, qui prennent soin de nous aussi à notre tour, puis qu'on arrive à se ressourcer à ce moment-là. Ouais. On va passer à la remise du prix officiel parce que Valestar, c'est une coupe quand même que vous allez fièrement
on espère peut-être pas prendre en mission, mais au moins afficher chez vous. Et ce prix, donc, il est accompagné d'un soutien financier. Donc, il y a, je vous l'annonce, 3 000 francs qui seront reversés à Médecins sans frontières. Et j'appelle Sébastien Ray. Sébastien Ray, le directeur du Nouvelliste, qui vient vous remettre le prix, le magnifique prix. Je te donne la parole, Sébastien. Bonsoir à tous. Merci d'être là, au nom de toutes les équipes du Nouvelliste que je représente très humblement. Toutes ces équipes qui ont œuvré pour mettre en lumière tout au long de l'année des femmes et des hommes qui ont brillé. Et briller, évidemment, c'est un peu vous. Plus qu'une star, vous êtes vraiment, je crois, une étoile. Et Noémie le rappelait tout à l'heure, on a eu dans ce palmarès de Vallée Star différents profils. Des personnes qui ont fait avancer le monde de la recherche, le monde de la culture ou des combats, ou avancer le monde du sport. Et je crois que vous faites avancer les gens. Et aujourd'hui, c'est nous qui devons vous dire merci d'accepter ce prix. On est très touchés. La petite photo officielle. Merci. Merci. Et vraiment bravo. J'avais une question. Oui, mais... J'ai le droit. Vous parliez de ressourcement lorsque vous revenez en Valais. Ce ressourcement, il est quoi ? Il est physique, psychique ? Je pense que le ressourcement, il passe par tout ça, en fait. Oui, enfin physique, parce que bien sûr, on se repose, et puis que du coup, comme je l'ai dit, on a des gens qui prennent soin de nous. Et puis, une des premières choses qu'on fait d'habitude quand je rentre de mission, là, ça a été la même chose. D'ailleurs, on va manger en famille, et puis on est revenu pile pour la saison des asperges. Donc, comme la dernière fois, il y avait la fête des asperges 3 jours après Gaza. Et puis, là, pareil, en fait, j'ai eu les asperges et puis les cordons bleus qui vont avec. Enfin, et puis, donc, du coup, ça passe aussi par le ventre et puis par un grand protocole de renutrition par la famille qui, pendant une semaine, c'est que des repas tous ensemble et tout. Et puis, et après, c'est vrai que d'être à la maison, de revenir dans un environnement connu, où on a nos repères, où on est ancré, on a nos marques, c'est vrai que tout de suite, ça aide à pouvoir justement se reposer, ça aide à pouvoir aussi réaliser ce qu'on a. Et puis réaliser tout ce qu'on a. Enfin, c'est surtout ça qui fait que moi, quand je rentre, mais les mois qui suivent, je suis là, mais le monde est incroyable, le monde est magnifique. On a les montagnes, on a des routes, on a des... Vous imaginez pas les premières douches. Enfin, là, pendant 6 mois, on s'est lavé au baquet. Enfin, et là, d'avoir juste... Donc, c'est vraiment les petites choses qui peuvent paraître très banales et puis que parfois on oublie dans le quotidien. Juste de regarder par la fenêtre et puis de voir le Catogne. Et puis se dire, mais il y a les montagnes, en fait, il n'y a pas juste rien autour ou bien juste une étendue de sable. Alors, du coup, c'est un petit peu toutes ces choses qui sont ressourçantes et qui reviennent, ouais. Merci. Bravo encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Sébastien. Sonam, vous me souffliez à l'oreille que vous aviez quand même préparé un petit mot parce que ça vous tenait à cœur de dire merci à des gens. Alors après, que ce soit nous qui vous ayons dit merci, on vous écoute avec grand plaisir. Oui, alors c'est vrai que j'ai préparé un mot de remerciement. On m'avait dit, on s'occupe de tout. Tu t'occupes de rien, tout est bon, mais quand même, je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de vous remercier tous et de vous faire un petit mot. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vais certainement faire une introduction de gens qui reçoivent des prix à la télé. Je m'y attendais pas du tout. Mais réellement. Surtout quand j'ai vu la liste des autres nominés. Donc il y a des champions du monde, il y a des artistes virtuoses de musique, des chefs étoilés, une personne qui a sauvé la population d'un village entier, des jeunes prodiges de la cuisine, il y a des prodiges du sport. Bref, je me dis que les Valaisans n'auront jamais fini de me surprendre. Donc d'ailleurs, je n'ai pas été la seule à être surprise. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes frères et ma sœur, ils m'ont immédiatement demandé «
T'es sûr qu'ils ont bien coté les votes? Peut-être qu'ils devraient recompter. On est des littéraires, hein, c'est vrai que... Il fallait bien coter. Et je leur ai dit avoir déjà posé la question et que l'équipe du Nouvelliste m'a confirmé que oui, qu'apparemment tout était en règle. Donc ensuite, il a fallu l'annoncer aux parents. Donc comme j'étais en République centrafricaine, j'ai fait un appel vidéo avec la famille et ma sœur a lancé en direct « Sonam a quelque chose à vous annoncer ». Alors la réponse de ma maman, c'est « Qu'est-ce que t'as encore fait ?» Et moi, sur un grand réflexe régressif, mais je n'ai rien fait, je te jure, c'est pas moi. Mais à ce qui paraît, j'ai été élue Valestar. Et là, sans une seconde d'hésitation, ma mère répond « Oh non, j'aurais préféré que tu m'annonces que j'allais être grand-mère. » Puis elle crie à mon père « Josie, viens voir, il y a ta fille au téléphone. Devine qui a gagné Valestar. » Et depuis l'autre bout de la maison, il répond « Camille Rast. » Voilà. Alors, comme ça, vous comprenez un peu mieux l'ambiance familiale. Et vous savez maintenant que dans ma famille, on est habituellement très vite ramené sur Terre. Et heureusement, c'est sûrement ça qui m'a protégée durant ces années et surtout fait réaliser que rien n'est vraiment individuel. On n'accomplit jamais grand-chose seul. D'ailleurs, après cet échange très émouvant avec ma famille, la première chose que j'ai faite a été d'envoyer un message à mes collègues à Gaza pour leur dire « Nous avons gagné un prix ». Parce qu'au fond, ce prix ne parle pas de moi. Il parle de toutes les équipes avec qui j'ai travaillé ces dernières années, à l'étranger comme en Suisse, de ces femmes et de ces hommes qui chaque jour continuent simplement à faire leur travail avec compétence et humanité dans des contextes parfois extrêmement difficiles. Et c'est d'autant plus symbolique qu'aujourd'hui, le mardi 12 mai, c'est aussi la journée internationale des infirmières et infirmiers. Alors j'aimerais vraiment profiter de ce moment pour rendre hommage à cette profession extraordinaire. À tous ces soignants qui, ici en Valais, dans les 4 coins du monde, travaillent chaque jour avec une énergie, une rigueur et une humanité remarquables, un sens des responsabilités impressionnant. Parce qu'au fond, on reste convaincu que ce travail a du sens, que soigner sert à faire la différence, surtout dans les situations les plus complexes. Et je crois sincèrement que cette confiance en l'humain est précieuse aujourd'hui. Alors merci à vous, toutes et tous, d'avoir reconnu cela. Merci d'avoir été sensibles à ce message, parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce sont des milliers de personnes que vous soutenez et que vous avez mis en lumière. Alors merci du fond du cœur. J'aimerais aussi remercier ma famille, ma belle famille, les amis de la famille qui sont toujours là en soutien quotidien, sans faille et toute épreuve. Et un autre qui est de toute épreuve depuis plus de 17 ans, c'est Phil, mon conjoint. Je sais pas ce que font les vôtres, mais le mien, il me construit des pistes d'atterrissage au milieu de la brousse en Centrafrique pour que je puisse lui apporter un gâteau choco-banane, mais aussi un brûleur et des sacs de ciment pour une clinique à réparer. Il arrive aussi à démonter et remonter tout un hôpital mobile entre le sud et le nord de Gaza et à réparer pratiquement l'entièreté de la maison Cornue. Et ce qui m'impressionne le plus dans tout ça, c'est qu'il est toujours là. Et enfin, merci à toute l'équipe du Nouvelliste pour cette immense surprise, pour ce prix et pour avoir choisi de mettre en lumière des parcours aussi différents qu'inspirants. Je suis extrêmement touchée, honorée et reconnaissante d'avoir pu être ce soir la messagère de toutes ces personnes. Merci infiniment. Petit clin d'œil à tous nos conjoints. Hein. Prenez note si jamais... sans pression, non. Si votre famille vous ramène sur Terre, je crois que c'est aussi quelque chose que font assez souvent vos amis. On va en entendre un. Je vous propose, Christophe, de nous rejoindre sur scène. Il a préparé un petit texte. Donc, Christophe Burgess, qui est musicien, mais qui, ce soir, a décidé d'utiliser plutôt ces mots pour parler d'une de ses meilleures amies. Alors, ça va changer d'ambiance. Hein. Salut à tous et à toutes. Mon nom, c'est Christophe. Je suis un ami de très longue date de Sonam.
Et en fait, à la base, voilà, on m'avait demandé de venir jouer un morceau de musique, mais comme j'avais la flemme de le faire, et que mon premier métier, c'est d'être sur une scène et de dire des trucs, bah voilà, je suis là et je leur ai proposé de dire un mot, un petit billet d'humour sur toi, Sonam. Super coupe de cheveux, en tout cas. Donc oui, c'est une grosse erreur de la part du nouvelliste. Hein, je suis là à côté de toi pour leur dire des conneries et personne ne peut m'arrêter. Ils vont faire quoi maintenant, de toute façon, hein, ils vont pas me plaquer au sol et me ligoter les mains. De toute façon, c'est des journalistes, pas la milice de Wagner. Toi, tu peux rien faire, t'es trop gêné. Et même ta maman, elle va pas oser monter pour me mettre une tarte. Alors, il faut savoir que la maman de Sonam, elle m'a baptisé à l'âge de 15 ans d'un nom qu'elle utilise toujours aujourd'hui. Et c'est le malin. Et c'est pas parce que, à ses yeux, j'étais intelligent, hein, mais parce qu'elle a décidé que j'étais le diable. Pas avec cet accent-là, par contre. Et que j'allais amener sa fille en enfer. Bon, bah, tu vois, maman de Sonam, ta fille, elle y va toute seule en enfer. Elle est même payée pour ça. Et regarde, elle reçoit des prix. Il y a même des gens qui l'incitent à le faire. Je te jure, c'est pas moi j'ai pas voté. Non, c'est pas vrai, j'ai été obligé de le faire. C'est ton autre fille qui m'a obligé de le faire. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'aperçu du cadre familial de Valestar. Au passage, je dédicace ce texte à Philippe, hein, le mari de Sonam, qui fait aussi des missions avec elle, mais qui est neuchâtelois, donc apparemment, tout le monde s'en fout. Donc, en ce qui concerne Sonam, je suis à la page 2, hein, il y en a 28, non c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Donc, en ce qui concerne Sonam, j'ai évidemment pas assez de temps de dire tout ce que j'ai à dire sur elle, parce que bah, déjà l'apéro nous attend et moi j'ai très faim, mais je vais quand même essayer de vous dévoiler un peu la personne qui se cache derrière Valestar. Cette femme si charismatique, si exceptionnelle, si inspirante et si accro à la mayo. Parce que oui, Sonam, les gens ont le droit de savoir. Peu importe où Sonam va en mission, elle va toujours prendre avec elle des pots de mayonnaise. Pas parce que ça lui rappelle la maison, non, hein, vous avez compris, si elle part, c'est justement pour être le plus loin possible de la maison. Non, c'est juste une junkie. Voilà, elle se shoot à la mayo. Qu'est-ce qu'on peut y faire, Sonam, hein, en intraveineuse, une bonne veine et des œufs et de l'huile. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'inventer des nouveaux prix pour elle, hein, de lui offrir des fleurs, des tableaux du Catogne, même pas finis. Aujourd'hui, je sais même pas ce que c'est, ça va finir dans un carton. 3000 balles qui sont même pas pour toi. Non, vous lui offrez un bon gros tonneau de maillot, puis elle sera heureuse. Non, mais c'est pas facile de faire partie du groupe d'amis de Sonam, en vrai, parce que ce qu'il faut savoir aussi sur elle, c'est que depuis qu'elle bosse pour Médecins Sans Frontières, c'est impossible de tenir le niveau dans une conversation. Hein. Toi, t'es là à lui raconter ta journée, de comment t'as galéré avec tes limaces dans ton jardin. Alors que elle t'explique, mais très sérieusement, que pour passer au-dessus du blocus de l'armée de je sais plus quel pays, ou peut-être même que c'était pas l'armée, mais des pirates, j'en sais rien, c'était des méchants, quoi. Et donc, ces méchants, ils empêchaient l'arrivée de médicaments sur une île. Donc, elle allait trouver dans un bar un Écossais ou alors un Australien complètement bourré, mais qui avait un deltaplane et qui a pu, par la voie des airs, parachuter des caisses de soins qui ont sauvé des vies. Comment tu voulais raconter ta journée après ça, hein? Ou alors la fois où elle devait négocier avec 15 seigneurs de guerre pour pas qu'on tire sur ses ambulances quand elle traverse le pays, mais qu'elle a quand même dû un peu baisser la tête à l'arrière du véhicule pour pas se prendre des balles perdues. Et ça, c'est quand elle te fait pas la description très détaillée de corps mutilé. Hein. Ouais, en fait, il avait la moitié du corps qui s'était détaché à partir de là. Non, mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle te raconte en détente. Devant sa cheminée, une clope à la main, un verre de Johannis dans l'autre. Non, mais la guerre a l'air tellement cool avec Sonam. Mais vivement que ça arrive chez nous. Hein. Puis comme ça, Sonam, tu pourras rester ici. Non, parce que, franchement, ça, j'avoue, c'est un peu pénible que tu sois là tout le temps. Parce que nous, derrière, on galère à organiser les fêtes de Noël sans toi. Non, franchement, viens vivre en Valais. Non, mais t'as jamais reçu autant de distinctions depuis que t'y habites plus. Mais regarde, tu reçois le prix d'un journal que t'as jamais lu, sauf quand t'es dedans. Et pour un concours que tu connaissais pas. Non, mais c'est génial ici. Pourquoi partir à l'autre bout du monde alors qu'on a déjà tout en Valais? Franchement, Cameroun, Burkina Faso, Zanskar, Chipis, même combat. Tu vas au Tchad pour soigner des épidémies, mais nous aussi, on a le moustique tigre. Tu vas aller au Soudan pour soigner la malnutrition. Bah ici, il y a plus de saison. Tu vas au Malawi pour soigner le VIH, mais ici, on est parfaitement incapable de situer ce pays sur une carte, Sonam.
À Haïti pour calmer des chefs de gang et des criminels de guerre qui profitent du dérèglement climatique pour instaurer leur politique de la terreur. Mais nous ici, on a Franz Ruppen à l'environnement, un UDC, et ils veulent nous faire voter pour la 150 millième fois une nouvelle loi raciste. Tu vas en Afghanistan pour lutter contre les talibans, mais nous on a Econ. Tu vas à Gaza pour aider un peuple qui se fait massacrer par l'État d'Israël. Ah non, là t'abuses. Non, là, non, faut pas exagérer. À mon avis, t'es un peu antisémite. Est-ce que tu t'es pris une amende? Parce que ici, à Sion, on met 100 000 balles d'amende à celui qui ose organiser une manifestation pour la paix. 100 000 balles, ça rigole pas, hein. Ah mais voilà la réaction du Nouvelliste. Vous qui êtes là. Bah, j'ai une idée pour vous. Pour vos articles, là, face à face que vous faites. Vous devriez organiser, là, entre Stéphane Ganzer et Sonam Dreyer-Cornu. Hein, une femme de terrain face à un homme de bureau. Oh, le pauvre Stéphane, je le plains. Il n'aurait aucune chance. Il ressortirait de cette interview aussi blanc que les peaux de maillot de Sonam. Non, je déconne, fais pas de ça, le Nouvelliste. La réalité, c'est que Sonam, elle est sur écoute et que l'armée israélienne risque de buter sa famille et ses amis. Donc, moi, si elle dit dans le Nouvelliste ce qui se passe là-bas, et j'ai pas envie de me prendre un drone sur la figure, même si ça vient de l'armée la plus morale du monde. Hein, quelle honte, Sonam. Mais en fait, tu sais quoi? Tiens, c'est pas grave. On se débrouillera pour Noël. Continue tes missions, tu fais partie du peu de gens qui arrivent encore à nous inspirer en ce moment. Et ça, même sans le vouloir. Ton sacre, aujourd'hui, fait du bien au cœur. Il nous montre qu'on a besoin d'un peu moins de plouc en cravate et d'un peu plus de Sonam Dreyer-Cornu. Merci So, on t'aime. Merci Christophe. Donc vous avez jamais lu le Nouvelliste. Moi c'est tout ce que je retiens. Hein. Moi je retiens qu'on a les amis qu'on mérite. On vous laisse réagir quand même. Non mais en plus, alors déjà on a le Nouvelliste à la maison. Non mais c'est ok, c'est trop tard maintenant. Vous avez gagné. La soirée elle est organisée. C'est trop tard. Mais non merci. C'est vrai que j'ai des amis. J'ai des amis. Ils sont géniaux. Non ils sont super. Merci beaucoup en tout cas. Ça me touche. Merci, on va faire un petit changement de joueur. Après Christophe Burgess, on a un autre comique qui nous rejoint, Vincent Franière, rédacteur en chef du Nouvelliste, pour une partie un peu plus sérieuse quand même, une partie interview. Si j'avais su que je devais passer après lui, je serais pas venu. Franchement, je serais resté pour la Débrouille-toi. Mais alors, je vous prends au mot. Vous venez chaque année faire le portrait de la personne qui gagne Valestar. Ça vous va? Ça va? Si vous n'êtes pas, le rendez-vous est pris. Vous êtes souvent, hein. Ça vous va? On fait comme ça. Hein. C'est parfait, ouais. Mais c'est vrai ce qu'il a dit. Quelque part, vous jouez votre vie chaque fois que vous partez ou pas du tout? Est-ce que vous avez cette impression-là ou ce côté, je pars, je vais faire l'humanitaire? Est-ce qu'il y a ce côté où on comprend pas? Dans la discussion qu'on a eue avec le jury, moi j'ai fait cette discussion-là, c'était vous, Raphaël Mayora et Blatten. C'était souvent ça les deux derniers. Et puis cette dimension-là, de choisir un métier où vous jouez votre vie, et puis dans une dimension internationale, c'est en tout cas au niveau du jury, c'est ce qui a fait la différence et ce qui était assez unanime. Donc cet aspect-là, c'est intéressant que vous nous disiez comment vous le vivez, quoi. Est-ce que quand on est à Gaza, on a peur tous les jours de mourir ou on pense pas à ça? Alors, on n'a pas peur tous les jours de mourir, mais je pense qu'il faut avoir peur quand même. Et je me rappelle, c'est un de mes collègues chauffeurs à Haïti, où justement, on transportait les patients et puis il y avait souvent en fait les tirs au milieu. Et puis au début, il me disait, mais Sonam, en fait, toi, t'as pas peur? Puis j'étais là, bah non, pour l'instant, en fait, je fais confiance au système en fait qu'on a en place justement au niveau de la sécurité. Puis après, il me dit, mais il faut avoir peur en fait. Parce que c'est ça qui va te garder en vie. Enfin, c'est ça qui va qui va faire en sorte que tu sois toujours un petit peu en fait attentive à ce qui se passe autour et puis que ce soit pas. Et un autre en fait m'avait dit, mais tu sais, t'es pas par balle. Hein. Enfin, tu peux pas. Puis en effet. Et après puis ça. C'est des collègues qui m'ont fait pas mal réfléchir et puis c'est vrai que très souvent on va peut-être
se raccrocher au système de sécurité qu'on a. Parce que c'est vrai qu'on a un système, en fait, qui est pas mal sur l'acceptance au niveau des populations. On a aussi, justement, on va baliser le plus possible auprès des autorités, auprès des différents belligérants, pour qu'on ait cette acceptance et pour qu'on puisse, en fait, travailler en sécurité et pouvoir soigner nos patients. Et à Gaza, vous aviez ça ou bien on a dit que c'était l'endroit le plus dangereux du monde pour le monde humanitaire. Est-ce que vous aviez cette sécurité là? Vous avez dû quitter aussi les lieux, donc est-ce que vous aviez ce sentiment là aussi de sécurité du système? Alors, en fait, c'est vrai que sur place, on avait justement en fait ce processus de déconfliction qui fait que c'est un processus qui fait que nos positions en fait sont notées et puis elles sont transmises aux armées pour qu'ils sachent qu'en fait nous on est là. À partir du moment où on sort du mur, c'est comme si on sortait de cette porte, on n'est plus déconflicté et puis là on est à risque. Donc c'est vrai que on espérait, en tout cas, que cette déconfliction en fait soit maintenue, que ça tienne, mais malgré tout, on a quand même eu des hôpitaux qui ont été bombardés. On a quand même eu, moi j'ai vu des bâtiments juste à côté, en fait, qui ont été bombardés. On a dû rentrer les patients. Et puis il y a eu des fois où oui, je vais pas vous cacher que j'ai eu peur, mais sauf que on est tellement en fait dans le faire, on est tellement à moi j'avais 350 patients dans la clinique et j'ai pas le temps en fait de penser à. C'est vrai que sur le moment je pensais pas à ma sécurité, je pensais à la leur. Puis en fait, on a tellement la tête dans le guidon qu'on va pas réaliser que, en fait, ce qu'il y a autour, c'est une situation, en fait, qui, oui, potentiellement peut être dangereuse et qui est pas normale. Mais quand on est dans des situations de contexte à conflit ouvert, j'ai remarqué que très vite, ça devient notre normalité. Donc, du coup, on occulte. Mais c'est aussi un système, en fait, de coping. Donc, le coping, c'est vraiment un mécanisme qui nous permet de continuer d'avancer et puis de faire face à l'adversité. Donc, c'est des mécanismes qu'on va très vite mettre en place pour qu'on puisse continuer en fait d'avoir des afflux massifs et puis de pas être figé et de pouvoir prendre en soin les patients même s'il y a des bombardements autour. Et après, on risque toutes les missions, on va pas risquer pour notre vie. Enfin, c'est très souvent dans certaines missions, ce sera soit la faute à pas de chance, mauvais endroit, mauvais moment. Parce que justement, en fait, il y a tout un système de sécurité, de monitoring de la sécurité qui fait qu'on va mitiguer le plus possible en fait les risques et l'exposition. Mais certains endroits, effectivement, des fois, comme on a dû évacuer, parce que quand ils nous ont appelé pour dire, écoutez, maintenant vous avez 36 heures pour évacuer la clinique, c'est parce qu'on avait des chars à 2 km et qu'on savait qu'à partir du moment où ils arriveraient dans la clinique, ce serait trop tard. Donc, et est-ce que dans ces missions-là, votre métier c'est d'être utile, est-ce que dans ces missions-là, on se sent souvent inutile? Est-ce que ça arrive souvent, ça, ce sentiment-là? Alors, il y a des moments, oui. Quand on doit partir, quand on doit laisser des gens, quand on doit... on a fait tout ça, puis 3 semaines après, on part. Est-ce que c'est un sentiment qui est difficile à vivre, je pense? Ça, c'est le plus dur à vivre. C'est vraiment ce sentiment de quitter le bateau. Et puis moi, je l'ai à chaque fois que je termine une mission. Même quand les remplaçants sont arrivés, même quand le remplaçant arrive, il prend le relais, etc. J'ai toujours ce petit sentiment j'ai l'impression de quitter le bateau, laisser tout le monde, en fait, là-bas et dire, OK, au revoir. Et après, moi, la particularité, c'est que je rentre en Suisse, dans un pays qui est quand même incroyable et en paix, et qui fait que je sais que justement, je vais pouvoir me ressourcer, et puis qu'on n'a pas justement qu'on est dans la minorité, en fait. Je vais rentrer dans le pays où il faut qu'on réalise qu'on est la minorité du reste du monde. Que le reste du monde, en fait, je pense qu'on doit être le 5% à vivre comme on vit ici, et que le reste du monde, c'est vrai que c'est pas ça. Et puis, par exemple, à Gaza, ce qui avait été dur, c'est que justement quand ils nous ont dit de quitter, là, ça vient de la coordination, c'est venu du siège, où ils nous ont dit maintenant, c'est pas nous qui prenons la décision parce qu'on est incapable de prendre la décision dans ce moment-là, on sera pas objectif. Sinon, on voudra continuer en fait le plus longtemps possible tant que les patients arrivent. Et puis là, de fermer cette clinique, de partir, de pas savoir quand est-ce qu'on revient, en sachant que moi, j'avais encore 300 000 personnes dans le nord de Gaza qui étaient là, plus de centaines de milliers de patients qui avaient besoin de notre clinique pour être soignés. Et en plus, j'avais des patients qui, si on n'était plus là, je savais que dans la semaine, ils allaient décéder. Donc du coup, on essaye de faire en sorte de leur donner des kits, de faire en sorte d'éviter le pire, en gros, pour eux. Mais le pire arrive. Et puis ça a été très dur. Ça, c'est des moments qui sont très durs à... Et est-ce qu'aujourd'hui, vous suivez toujours l'actualité de Gaza? Quand vous écoutez un journal télé, quand vous ouvrez un journal, vous cherchez d'abord cette actualité-là ou vous avez des relais sur place, mais on arrive à passer à autre chose? Tous les jours, vous regardez, vous êtes en contact avec ce qui se passe là-bas? Moi, je pense qu'en fait, c'est important de passer à autre chose aussi, parce que là, c'est vrai que toute l'année 2025, elle avait été sur Gaza. Le fait de partir en Centrafrique, finalement, en fait, ça m'a permis
de passer à autre chose aussi, mais on passe pas 100% à autre chose. Disons que le matin, je vais pas allumer la télé et puis regarder les nouvelles et toutes les infos qui sont sur Gaza. Ou sinon, en fait, je ferais ça sur les 7 dernières années. Il faudrait que je regarde le Malawi, le Soudan. Par contre, alors je me garde informée de ce qui se passe au Soudan, parce que j'ai des équipes là-bas, de ce qui se passe à Gaza, mais par les personnes sur place. Parce que sur place, on crée en fait des grandes amitiés avec les collègues qui, là, je suis encore en contact avec des personnes avec qui on a monté l'hôpital d'Umrakuba au Soudan pendant la guerre du Tigré, et ça fait plus de 7 ans. Et on s'écrit régulièrement, tous les 2 mois. À Gaza, j'ai encore mes collègues sur place qui, toutes les 2 semaines ou comme ça, on s'envoie juste un message pour déjà juste savoir s'ils sont encore en vie et pour qu'ils me disent « Ok, tout va bien, comment ça va de ton côté ?» et puis de se donner des nouvelles comme ça. Choisir d'être infirmière ou choisir d'être infirmière à Médecins sans frontières, c'est différent. Quelle plus d'influence sur vous? Votre papa médecin, votre maman qui était très ouverte au niveau humanitaire, ou votre tante avec qui vous avez eu une promesse, donc vous avez fait votre première action humanitaire avec votre tante qui était sœur et qui était au Cameroun. Qui a fait que vous faites Médecins sans frontières? Mais moi, je pense que c'est un doux mélange des 3. C'est vraiment ça. Je pense que c'est le côté médical par papa, le côté justement un peu intérêt et puis avoir cette curiosité en fait de l'autre par maman, et puis ma tante qui a eu le côté en fait international sur plus. C'était une femme très forte, qui avait un fort caractère, et puis que disons que tout était très c'était droit au but. Et puis que du coup, t'as pas le temps de te morfondre sur tes choses. Il faut faire les choses, il faut que les choses avancent, et puis c'est pour les autres. Et ça, c'est ce côté. Et papa vous a jamais dit médecin plutôt qu'infirmière? Non, jamais. Non, jamais. Non. Alors c'est vrai que j'ai eu des parents qui ont été, qui sont extrêmement soutenants, et puis ils m'ont jamais forcé à faire médecine. Ils m'ont toujours dit, alors si tu fais quelque chose, fais aux 4 enfants en fait, ils nous ont toujours dit, faites le métier que vous voulez, mais faites-le bien. Et puis que du coup. Jamais ils nous ont forcé à faire médecine, jamais ils nous ont forcé à être. Et vous, jamais voulu être médecin? Non, jamais. Non. Ah non, Pourquoi? Ça Pourquoi? C'est mieux infirmière que médecin, pourquoi? Mais bien sûr, oui? Parce que... médecin, c'est mieux payé en tout cas. Alors déjà, oui, ça d'ailleurs, il va falloir... on essaye d'y remédier. Oui. Parce que finalement... Il y a une marge là quand même. Hein. Ouais, mais après, avec 7 ans d'études, 8 ans, ça fait plus ou moins à peu près le même nombre d'études. Pénibilité du travail, plus ou moins pareil. Ouais. On y arrivera. Ouais. Mais par contre, c'est 2 métiers complémentaires mais totalement différents, mais qui vont pas l'un sans l'autre. Mais par contre, l'approche. Mais pourquoi pas médecin, non? Mais parce que l'approche qu'on a vers le patient, parce que là, j'ai remarqué en fait mes collègues médecins, mes amis médecins aussi, et puis il y a un côté qui sera beaucoup paperasse, beaucoup administratif en fait, qui est derrière. Le côté infirmier, en fait, on est vraiment avec les patients, on est vraiment en connexion en fait, on est beaucoup plus en fait auprès du patient, auprès des cliniciens. Puis comme je disais avant, il y a cette polyvalence qui fait que vous larguez n'importe quel infirmier dans n'importe quel système de soins ou n'importe où, il va se débrouiller. Tandis que le médecin pas. Alors moi je peux donner que mon expérience. Le médecin il va pas aller en Centrafrique. Moi, j'ai aucun doute sur mon papa, mais les autres médecins, je sais pas. Mais par contre, ce que j'ai pu voir en fait dans le métier humanitaire et puis sur le terrain, c'est que les médecins n'étaient pas terribles. En fait, Qu'est-ce que t'as contre les médecins? Non, mais c'est que les médecins, alors bien sûr, ils sont très utiles et il nous les faut, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, ils vont s'occuper des patients. Et puis, ils vont s'occuper de former en fait aussi les médecins sur place. Mais ceux qui vont gérer les équipes médicales, ceux qui vont gérer la pharmacie, l'approvisionnement, la stérilisation, les soins infirmiers, la nutrition, la maternité, parce que quand il n'y a pas de sage-femme, c'est les infirmiers en fait qui vont. En fait, c'est les infirmiers. Donc, c'est cette polyvalence-là. Puis, en fait, on a un choix de métiers possibles dans cette profession qui est incroyable. Si on veut faire de la pédiatrie, on fait de la pédiatrie. Si on veut finir directeur d'hôpital, on finit directeur d'hôpital. Si on veut faire de la recherche, on va dans la recherche. Si on veut faire de l'humanitaire, je trouve qu'en fait, on a vraiment un panel qui est incroyable et puis qui est dans toute une vie, en fait, on n'aurait pas fini de pouvoir voir encore en quoi ce métier peut nous surprendre. Alors, ma dernière question concerne Philippe. Oui. Il a l'air extraordinaire, ce monsieur. Le Neuchâtelois dont on s'en fout, si jamais. On va dire à Arc Info de faire aussi Neuchâtel, ou je ne sais pas comment vous voulez dire ça, comme ça peut-être que quoi. Mais j'ai lu dans le portrait que Noémie Fournier a écrit de vous quand vous avez reçu le prix Valestar, que sur 17 ans de vie commune, en fait, vous avez vécu 4 ans ensemble. Sur 17 ans.
Donc ça, je sais pas, ça. Et puis maintenant, il fait maintenant, il va avec vous il va avec vous parce que sinon c'était la séparation assurée, ou bien il va avec vous parce qu'il en a plein l'os de ses 17 ans, 4 ans, ou bien pourquoi il vient avec vous? Je pense qu'il faudrait lui poser la question. On lui posera après, mais je sais pas. Faudrait lui poser après la question, mais je pense que non, parce que Philippe, t'avais intégré MESAF en 2023, donc quelques années, finalement 3 ans après moi. Et puis il m'a dit que, tu me dis si je me trompe, hein, mais tu m'as dit que il a toujours été intéressé par ça, parce que il est ingénieur en microtechnique à la base, des PFL, et puis il a, en fait, le côté terrain technique. Et puis, ce côté humanitaire, en fait, ce qui plaît aux ingénieurs, c'est qu'il y a et le côté vraiment pratico-pratique où on va monter des hôpitaux modulaires au milieu de Gaza, mais il y a toute la gestion, en fait, des équipes logistiques. Et puis, tu vas faire de la construction comme tout ce qui est informatique, comme réparer des générateurs et puis une flotte de véhicules Land Cruiser, plus encore faire venir, en fait, des cargos qui arrivent depuis l'autre côté, ou encore faire des pistes d'atterrissage, s'occuper des avions, donc, il y a aussi cette polyvalence-là, en fait, que peut-être que quand on est spécialisé dans un domaine de l'ingénierie, on n'aurait peut-être pas, par exemple, en Suisse. Vous n'avez pas répondu à ma question, vous êtes forte pour pas répondre aux questions. Et c'est vous voudrez faire de la politique, je pense que c'est pas mal. Non, et quand 3 ans sur 4, on ne brille pas avec son compagnon, c'est facile ou c'est difficile? Non, alors c'est un petit peu plus que 4 ans quand même sur les 17, je pense que ça doit être 5 ou 6. Ah, voilà. Mais... non, mais alors ça va. 5 ans sur 17, c'est un tiers. Donc surtout 2 tiers du temps, vous n'êtes pas avec votre compagnon, c'est pas mal. Surtout qu'en plus, ces 2 dernières années, on a fait des missions ensemble, donc hop, on remonte encore un petit peu. Mais, vous avez passé les bons tests, alors c'est bon. Ouais. Et puis en fait, on a aussi réalisé qu'on bossait plutôt très bien ensemble, parce que c'est vrai que lui, il s'occupe de tout le côté logistique et puis moi le côté médical, mais que du coup, je pense non, c'était une volonté de sa part, c'était un choix de sa part de me joindre. Je l'ai jamais forcé ou je l'ai jamais dit, non, tu viens faire ça. Et c'était plus my test et à voir si ça le convient. Et malheur pour lui, ça lui a convenu. Il a appris aussi, il a aussi aimé ce métier-là. Et puis après, on s'est dit que c'était quand même beaucoup plus sympa de pouvoir en fait partager ces expériences à deux et être les deux ensemble. Comme ça, d'une part, on monte nos années communes. Voilà. Et puis en même temps, c'est vrai de travailler avec quelqu'un qu'on connaît par cœur et puis à qui on a toute confiance, c'est très confortable sur l'émission. Sonam, merci. Avec grand plaisir. Merci Vincent. On peut applaudir la sortie de scène de Vincent Franière, mais je crois qu'on peut aussi applaudir Philippe, du coup. On va peut-être dire que ça m'a vexée, mais je reviens quand même sur le fait que peut-être que vous lisez pas le Nouvelliste. N'empêche que Valestar, ça a traversé les frontières parce que il y a plein de gens qui ont pris connaissance de ce prix et ils avaient envie de vous passer un petit message et de vous féliciter. Je vous laisse découvrir les images. Bonjour Sonam. Toutes mes félicitations pour ton prix de Valestar. C'était un honneur de travailler avec toi. J'espère que tu vas continuer comme ça. Et à bientôt sur le terrain. Salut Sonam. Waouh. Je voulais te féliciter pour ce prix, c'est vraiment mérité. Et je tiens aussi à te rappeler à quel point tu es une personne engagée, inspirante. Tu as fait beaucoup d'émissions et énormément travaillé, au point que certaines des actions menées sur le terrain, tu t'en souviens peut-être même plus. Coucou Soso. Depuis que Sonam est parti, le soleil ne s'est pas levé sur le projet de prière MSF en Centrafrique. Oh Sonam, oh CP au leadership inoxydable. Arrêtez tout, nous écoutons en Suisse. Ton engagement a eu un impact concret sur la vie de beaucoup de personnes. Ce n'était pas juste des décisions, mais des actions qui ont réellement changé les choses sur le terrain. D'ailleurs, le fait qu'un bloc a porté ton nom dans les camps montre à quel point ton engagement a marqué les équipes, les comités du camp et les bénéficiaires. Oui, le bloc Sonam. Je pense que tu te rappelles bien de ce bloc. C'est une image forte qui m'est restée en tête parmi toutes tes réalisations. Alors apprendre aujourd'hui que tu vas recevoir ce prix me fait vraiment plaisir, car tu le mérites énormément. Après avoir été une stockeuse et une groupie, j'ai appris que la vraie Sonam était encore plus stylée que celle des réseaux sociaux. Merci de m'avoir appris la vie.
Salut le S. Écoute, je crois qu'aujourd'hui c'est ton jour. En tout cas, félicitations pour le parcours que tu mènes, que tu mets en œuvre, les changements et puis même l'engagement que tu peux montrer à chaque fois que tu investis une nouvelle mission. Au plaisir de retravailler avec toi. Des grosses bises, des montagnes enneigées. Bravo pour tout ce que tu fais. Continue ainsi et merci pour ton engagement. Toko pamoja. Au revoir. Alors nous, on a quand même besoin un peu des sous-titres. On a vu qui sur ces images? Alors il y avait... c'est incroyable, je pense que... il y avait Denze qui était le log hôpital au Congo. Quand il y a eu justement l'urgence à Goma, il y a eu les milliers de réfugiés qui sont arrivés sur les camps de Rosayo, de Chabindu et puis d'Elohim. Et c'est vrai qu'on avait des milliers de personnes qui arrivaient jour après jour à cause des conflits avec les M23 en fait sur le Nord Kivu. Et puis du coup avec Denze, le log hôpital, on avait 3 cliniques sur ces camps. Et puis les gens en fait arrivaient et essayaient de mettre des tentes en fait où ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et puis sous la pluie, on partait pour essayer de baliser des zones pour pas que les gens s'installent, pour qu'on puisse leur mettre des latrines, pour qu'on puisse mettre une clinique, mais sauf que les gens arrivaient tellement rapidement à cause des conflits qui s'approchaient. Donc du coup, c'est vrai que c'était les urgences de Goma où on avait beaucoup travaillé pour que justement puis il parlait du bloc. J'allais dire, donc il y a un bloc qui porte votre nom au Congo, un bloc Sonam. C'était parce que justement en fait je marchais pour faire le tracing parce qu'il y avait aussi Alex qui était le cartographe pour qu'on puisse avoir au moins une idée du nombre de personnes qu'il y avait. Donc on faisait des blocs pour pouvoir quantifier et savoir combien de personnes il y avait, ce qui nous permet de savoir combien est-ce qu'on met de latrines, combien est-ce qu'on met de cliniques, combien est-ce qu'on met pour les distributions, en fait, juste de tentes, de couverture, etc. Et puis, du coup, je faisais le tracing et il y a un moment donné, je termine de marcher, je sais pas pendant combien de kilomètres, pour faire un tracé. Et après, c'est le chef du bloc et puis les gens qui sont arrivés qui m'ont dit, on l'appellera le bloc Sonam. Et puis après du coup on a pu leur mettre des latrines, on a pu mettre de l'accès à l'eau, mais c'était impressionnant le conflit de Goma, enfin c'était énorme, c'était des milliers des plaines entières en fait de tentes et de blocs et de camps. Donc ça c'était Congo 2022-2023. Pour vous avoir rencontré plusieurs fois maintenant, je sais que c'est pas pour ça que vous le faites, mais est-ce que vous prenez quand même conscience de l'impact que vous avez sur les gens quand vous voyez tous ces gens qui se souviennent de vous des années après, à quel point vous avez marqué? On a conscience de ça? Après, c'est vrai que tous ces gens-là sont devenus des amis, donc je pense qu'ils sont pas objectifs parce que eux ont fait pareil en fait. Enfin, tous ceux que vous avez vus, il y avait Jacob qui était le chef de mission à Gaza et avec qui on a travaillé aussi au Congo ensemble. Il y avait Anso qui était la mental health, donc elle c'était la psy sur les violences sexuelles qu'on avait fait en Ituri. Il y avait les filles là que vous avez vues, c'était la pharmacienne, médecin, infirmière, responsable des soins qui était là soit en RCA. Elles sont encore au Malawi. Enfin, c'est tous des gens en fait qui sont incroyables et puis qui marquent aussi beaucoup et qui font la même chose. Donc ils sont pas objectifs. Il faut pas écouter ce qu'ils disent. C'est faux. Mais du coup non, c'est toutes des équipes incroyables et puis des gens qui sont devenus des amis très proches. Ouais. Merci Sonam, c'est sur ces jolis mots et ces jolies images qu'on va se séparer. Je vous remercie en tout cas pour cette soirée. J'ai plein de gens à remercier, alors je prends le pognon parce que sinon je suis sûre que je vais oublier quelqu'un, mais je voulais remercier Virginie Marais pour la réalisation des vidéos que vous avez vues ce soir, Rhône TV évidemment pour la captation, Justin Gray qui est là-bas et qui va tout raconter la soirée dans le journal d'après-demain. Vous le lirez celui-là s'il vous plaît. Sacha Bittel aux photos, l'équipe technique de la salle Noda, le marketing du Nouvelliste, l'équipe de la Nodatech pour l'organisation de l'apéritif qui nous sera servi juste après et l'Intemporel pour le mobilier. Merci mille fois
1 million de fois même. Je vous dis merci à vous aussi de nous avoir suivis sur Rhône TV et je vous souhaite une toute belle soirée.